Alors, bonjour à tous. Merci à tous de vous connecter. Je vois qu'on est 25, 26 personnes connectées. Le chiffre augmente graduellement. Donc, merci à tous d'être connectés ce matin pour parler de la RSE et de ce qu'elle joue comme rôle au sein des organisations. On a choisi le terme d'organisation parce que du coup, aujourd'hui, on va parler de RSE en mode business, en mode interne dans une boîte et également comment elle peut également être au cœur des préoccupations d'acteurs qui ne sont pas forcément business. Et on va du coup s'attacher aujourd'hui à regarder quelle est la place de la RSE dans les organisations et dans quelle mesure elle a une place grandissante dans les organisations. Le but, c'est qu'on parle sans langue de bois de cette thématique. Et ce que je vous propose, c'est du coup déjà de partir sur une base commune, à savoir qu'est-ce que c'est que la RSE. C'est un acronyme du coup qui est un peu nébuleux, qui peut éventuellement même être associé à des keywords pas très sympas du type bullshit ou greenwashing. Il se trouve que la RSE, quand elle est, on va dire, utilisée à bon escient et quand elle est bien implémentée et ce de manière authentique dans les organisations, elle peut avoir des impacts extrêmement bénéfiques. Et, euh, et du coup, on va essayer de voir un petit peu à travers aujourd'hui 3 témoignages dans quelle mesure une RSE authentique peut fonctionner, être vectrice de bénéfices autant pour le business que pour les hommes qui font les entreprises et également elle peut avoir un impact bénéfique sur les communautés qui entourent les personnes. Mais du coup, je voulais vous demander, avant tout, si vous pouvez répondre dans le chat, c'est top. Ce qu'est pour vous la RSE, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez cet acronyme? Donc là, je vous propose de mettre vos idées dans le chat euh, et du coup, en quelques mots, de nous dire ce que ça vous évoque. Alors, je sais, j'ai pas le retour direct sur les messages. Hop. Ok, top. Social plus environnemental, nous dit Marine, ouais, effectivement, il y a cette dimension-là. L'école du doute, extrêmement intéressant aussi. Gouvernance, effectivement, on va en parler un petit peu. Ok, je vois que ça vous inspire, qu'il y a des mots-clés euh, importants. La réponse de l'entreprise aux grands enjeux, effectivement, complètement. Top, ouais, c'est un petit peu de tout ça, effectivement. Euh, Quelque part, en fait, moi, ce que je retiens de la RSE, c'est que c'est une démarche. Alors, ouais, je vois qu'il y a des idées qui continuent d'apparaître, c'est top. La marque de l'impact et l'éthique de l'entreprise, effectivement. La RSE et l'impact pour l'entreprise, raison d'être et impact sur la société. C'est effectivement de ça qu'on parle quand on parle de RSE. Il s'agit d'une. Alors, l'acronyme en lui-même veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous avez pu l'entendre décrite comme la responsabilité sociale de l'entreprise. Finalement, ça, c'est un petit peu une guerre d'église. Ce qu'on retient, c'est que la RSE, c'est la prise en compte des 3 piliers du développement durable, l'humain, à savoir le social, l'environnement, à savoir la planète, et la société, tous les humains en dehors de l'entreprise, quand on parle de la société. Et, euh, et du coup, effectivement, c'est la prise en compte de ces 3 piliers par les entreprises. Il s'agit d'une démarche volontaire, du coup, qui consiste à mettre en place des actions concrètes qui permettent de minimiser l'impact de l'entreprise sur l'environnement, euh, partant du principe que l'activité d'une entreprise ne peut continuer que si on peut tous vivre ensemble sur la planète. Il y a également, du coup, la dimension de prendre soin des humains qui font l'entreprise, qui sont dans l'entreprise, d'où la dimension sociale de la RSE. Et enfin, la dimension sociétale, à savoir apporter de la valeur aux communautés qui entourent l'entreprise. Euh, cette définition théorique étant posée, qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est aujourd'hui ce qu'on va regarder ensemble. Alors, je voulais partager avec vous deux constats par rapport à la RSE aujourd'hui, euh, qui sont, d'accord, bon, une première chose d'abord, c'est qu'aujourd'hui, on parle de RSE énormément dans les entreprises. Euh, 3 points intéressants par rapport à ça. Euh, Tout d'abord, il y a de très fortes attentes aujourd'hui en matière de développement durable de la part de toutes les parties prenantes, qu'elles soient dans l'entreprise ou hors de l'entreprise.
la transition écologique est à la une de tous les journaux en ce moment. En plus, ça tombe bien, on est en ce moment en pleine COP26. Tous les dirigeants du monde, ou presque, se réunissent pour décider de ce qu'on peut mettre en place en termes de RSE au niveau global, quelque part. Et donc, ça met le doigt effectivement sur l'importance du sujet aujourd'hui et également sur le fait qu'il y a des attentes des parties prenantes, mais relativement pas assez d'action aujourd'hui par rapport aux attentes des citoyens. Ces attentes sont très fortes également parce que du coup, deuxième élément, les générations qui font le monde du travail aujourd'hui sont en quête de sens. Aujourd'hui, on se lève pour faire un boulot qui a du sens et on en est de plus en plus conscient. C'est pas forcément une question d'âge. Je parle de génération, mais effectivement, je parle des générations actives aujourd'hui dans le monde du travail, donc ça recoupe des classes d'âge très larges. Et enfin, ça c'est quelque chose qui est relativement nouveau, c'est que les gens aujourd'hui, les salariés notamment, ne sont plus dupes face au greenwashing. Le développement durable est un thème mature, on en parle depuis les années 70 à minima, et on sait effectivement que il y a beaucoup de bonnes intentions autour du développement durable et de la RSE, mais que parfois on est plus dans les déclarations que dans les actes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de greenwashing, à savoir on parle beaucoup, on fait peu. Une RSE qui fonctionne, on va dire, c'est une RSE qui est concrète, cohérente, et on va explorer ça ensemble aujourd'hui à travers les témoignages du coup de Wilfried, de Sophie et de moi-même. Un deuxième élément que je voulais partager justement pour casser un petit peu le côté bullshit qu'on peut attribuer à la RSE, c'est ce chiffre qui a été publié en 2016 par France Stratégie à l'issue d'une étude auprès de 8500 entreprises de tout type, d'ailleurs, pas seulement des entreprises du CAC 40. Et ce chiffre, c'est qu'en fait, en moyenne, 13%, on a un gain de performance de 13% si on prend des entreprises qui mettent en place la RSE et on les compare à des entreprises qui ne la mettent pas en place. Donc globalement, les entreprises qui mettent en place des actions volontaires autour des 3 piliers que sont le social, l'environnemental et le sociétal tirent leur épingle du jeu, s'adaptent du coup à un contexte, à des attentes, et cela leur est bénéfique. Alors, ce qui est intéressant également du coup de souligner, c'est que toutes les entreprises ont des stratégies différentes par rapport à la RSE, se l'approprient de manière différente, et c'est également ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, du coup, on va zoomer aujourd'hui avec 3 acteurs engagés en RSE à leur manière, Wilfried, du coup, Sophie et moi-même. On va regarder de plus près en quoi consiste cette démarche volontaire, quels sont ses bénéfices et dans quelle mesure il est essentiel que cette démarche soit cohérente et authentique pour qu'elle ait un impact positif sur le business, sur les hommes qui font l'entreprise et sur les parties prenantes qui entourent l'entreprise. Donc Wilfried va ouvrir le bal en nous parlant du coup de ce que c'est qu'une RSE placée au cœur du business, et il nous donnera un éclairage très intéressant par rapport à son expérience chez B-Site. Dans mon cas, moi, je zoomerai sur ce qui se fait en termes de RSE chez GetPro au niveau interne et comment la RSE est devenue pour nous non seulement un élément constitutif de notre culture, mais également un outil d'attractivité à l'externe. Et Sophie poursuivra la réflexion et clôturera la réflexion en montrant dans quelle mesure du coup la RSE peut se matérialiser dans le quotidien des entreprises, notamment vers des partenariats avec des acteurs qui ne sont pas forcément l'entreprise elle-même, et dans quelle mesure les actions autour du social ont des impacts positifs autant sur les bénéficiaires que les salariés engagés. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts du coup à mettre le doigt sur les bénéfices concrets de la RSE pour les entreprises et le faire sans langue de bois et de poser toutes les questions que vous voulez tout au long de la séance. Systématiquement, après avoir présenté du coup des éléments, on vous proposera de répondre, de poser des questions et on tentera d'y répondre. Du coup, je te passe la parole, Wilfried. Merci Oscar.
pour cette introduction. Et effectivement, c'était important, je pense, de mettre à niveau les connaissances, en tout cas les définitions sur le sujet de la RSE. Nous, effectivement, donc, je suis le cofondateur de B-Site. Chez B-Site, on a décidé d'intégrer la RSE vraiment au cœur de notre business model et vraiment de se focaliser à 100% sur offrir à nos clients des opportunités de communication responsable, justement sans langue de bois et pour sortir du greenwashing. Donc on peut, je voulais commencer par vous poser une petite question, bien sûr, pour rendre ce webinaire un peu interactif. Est-ce que vous avez déjà reçu des objets de ce type? Oscar, tu peux nous mettre la slide suivante avec les photos. Oui. Et si vous pouvez mettre un petit oui très rapide ou non dans le chat. Voilà. Merci Claire. Ok. Bon, je vous avoue que d'habitude, je pose cette question en live, donc il y a les mains qui se lèvent. Là, je vois qu'il y a un non seulement. Tu peux passer à la slide suivante aussi, Oscar. Il y a d'autres produits, d'autres types. Mais bon, globalement, le message que je veux faire passer en posant cette question, c'est la prise de conscience que nous, on avait eue quand on s'est lancé sur le marché avec mon associé Jean-Gaël. On a découvert que les objets publicitaires étaient partout dans notre quotidien, sans même qu'on s'en soit rendu compte au préalable. Nous, on a lancé B-Site en sortie de nos études. On avait du coup chacun une formation différente. Moi, je suis ingénieur de formation et Jean-Gaël est manager, donc école de management. Et on a souhaité se lancer sur un marché dans un premier temps pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Donc je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, hein. On était un peu, nous, de cette jeune génération justement qui se sentait un peu dans une impasse sur le papier en tout cas, en se disant que dans une entreprise un peu standard, on allait avoir du mal à se retrouver. Donc on voulait absolument se lancer, avoir un impact. Et dans un premier temps, on s'est lancé sur le secteur de la mode éthique et éco-responsable. Et on a développé notre gamme de produits. On a été invité par une grande entreprise un jour pour en discuter. Et le jour de cet événement, pour vous dire, on a vu la quantité d'objets qui avaient été distribués. Il y avait en gros 4500 produits. Quand nous, à l'année, en fait, on faisait peut-être 400, 450 pièces parce qu'on était sur des produits haut de gamme. Enfin voilà. En gros, on avait une approche qui se voulait éco-responsable jusqu'au bout et qui, par la force des choses, faisait qu'on ne distribuait pas forcément de grandes quantités. Et on se dit, bah, on a des expertises en éco-conception. On a des grosses boîtes qui, en un salon d'une journée, distribuent 10 fois notre volume. Pourquoi on n'appliquerait pas notre expertise finalement sur le secteur de l'objet publicitaire? Et donc, bah, là, on peut enchaîner avec la slide suivante. On a créé B-Site. On est donc avec pour mission, parce que on est maintenant en plus entreprise à mission, c'est un autre volet de la RSE, mais que je vais pas forcément aborder, même si pour vous faire comprendre la logique, on a intégré l'aspect environnemental au cœur de nos offres. Notre raison d'être, c'est d'agir en partenaire de confiance auprès des entreprises pour leur conseiller des cadeaux qui sont donc utiles et à l'impact environnemental limité. Donc sur les deux volets, il y a deux choses à comprendre. Sur l'aspect cadeau utile, on a formé des conseillers en communication qui vont se baser sur le brief du client et la cible afin de valider l'utilité de l'objet qu'on va offrir par rapport à la cible. Et d'autre part, on a des analyses d'impact qui vont évaluer l'impact environnemental des objets de manière à pouvoir proposer ensuite un affichage très concret pour que les clients puissent choisir. Et donc, on travaille avec plus aujourd'hui de 300 clients sur ce sujet des cadeaux d'entreprise éco-conçus. Et alors, au niveau de nos problématiques, on avait globalement 4 problématiques principales. Si tu peux nous mettre un petit décalage. il y a un petit décalage, je crois. Ouais. Quand on est arrivé sur le marché, du coup, comme je disais tout à l'heure, on venait de la mode, on connaissait pas du tout les objets publicitaires. Et là, on débarque et on découvre 4 choses principales. Première chose, c'est que, je vais reprendre les termes que tu t'es employé au démarrage, c'est un marché qui aimait bien le greenwashing, dans le sens où on va toujours vous vendre des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés, des nouvelles choses qui, sur le papier, semblent fantastiques, mais sur lesquelles, si vous voulez, on n'a pas de recul déjà, et surtout d'évaluation environnementale concrète. Donc, demain, je peux vous dire que je vais vous vendre un mug à base de cosse de café, et vous allez peut-être me dire que c'est une bonne idée, ou pas, mais je ne vais pas vous le justifier. Je vais juste vous dire que c'est une bonne chose. Donc ça, c'est le greenwashing qu'il y avait sur le marché et qu'on pouvait, nous, voir au quotidien.
D'autre part, on a justement sans cesse de nouveaux matériaux. Je viens de le dire avec cette histoire de café, hein, c'est véridique. On a vraiment des mugs faits à base de cosses de café, entre autres. On est aussi sur une problématique où il n'y a pas d'éco-conception préventive qui est faite. Ouais, je vois, c'est le Yuka du Goodies. Exactement. Attendez la suite de la presse. Il n'y avait pas d'éco-conception préventive, c'est-à-dire qu'on ne préparait pas à l'avance la fin de vie des objets. En tout cas, on ne prend pas en compte quand on met, enfin je dis on, je parle des fournisseurs sur le marché, hein, il n'y a pas de prise en compte du cycle de vie dans son ensemble en amont. Ce qui pose problème parce que si vous faites en amont une conception d'objet et que en fait au bout du deuxième, troisième, quatrième phase du cycle de vie ou même la fin de vie, vous avez des problématiques qui naissent, bah c'est trop tard. Vous avez déjà fait la conception de l'objet. Et enfin, une vraie tendance à l'objet jetable, ça je pense que j'ai même pas besoin de rentrer dans le détail. Vous avez tous dû un jour utiliser un stylo qui écrivait plus au bout de 2 semaines. Voilà. Donc ça, c'est nos 4 problématiques. Donc on se dit que il faut qu'on harmonise tout ça avec un référentiel unique pour pouvoir comparer tous les produits entre eux. Parce que un stylo, un carnet, une clé USB, c'est pas exactement la même chose. Donc il faut que ce soit unique pour qu'on puisse, encore une fois, comparer tous ces objets sur la même base. Et surtout un référentiel qui soit factuel. Parce que c'était pas le cas jusqu'à maintenant et on avait une communication orientée sur des arguments qui sont pas validés scientifiquement, donc une communication qui était en plein dans le greenwashing. Et la résultante de tout ça, c'était un affichage environnemental. Affichage environnemental, c'est quoi? C'est une note ABCDE très concrète, comme vous pouvez avoir sur le Nutri-Score, alors qui du coup n'est pas environnemental le Nutri-Score, mais sur le schéma en tout cas que vous pouvez trouver, ou l'éco-score de Yuka. Donc c'est pour ça que je disais à Emma d'attendre, effectivement, c'est le sujet dont on va parler juste après. Donc on a créé ce référentiel avec 2 partenaires, Veolia et Crow Sustainable Metrics. Et là, sur la slide suivante, je vous présente les constituants de ce score. On prend en compte tout un tas de critères, et notamment les critères principaux. Donc il faut comprendre, avant de regarder le schéma, il faut se poser 30 secondes et se dire, quand je produis un objet, quels sont les éléments, les impacts principaux de la fabrication de cet objet? Bah, la première chose dont je vais avoir besoin, c'est des matières premières, donc les ressources. J'ai un impact sur les ressources. Et la deuxième chose, c'est de l'énergie. Parce que pour transformer ces ressources en objets, il faut que j'utilise des machines, etc. Donc l'énergie, on la mesure par l'empreinte carbone. Et donc on prend l'empreinte carbone, la recyclabilité, qui sont 2 critères que vous pouvez voir, et surtout le troisième truc, c'est que pour pouvoir comparer les objets entre eux, il me faut les comparer sur la même base. Et cette base-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle qu'on a choisie nous, c'est rendre un service à l'utilisateur pendant 1 an. Comme ça, une gourde, ça vous rend service, un stylo, ça vous rend service, un carnet, ça vous rend service. Déjà, en entrée du BUD score, il y a forcément une utilité. D'ailleurs, BUD, ça veut dire beau, utile et durable. C'est les critères que vous voyez en bas à droite. Et donc, tous ces éléments-là, on les prend en compte, on les agrège dans un score ABCDE. Et l'idée, c'est d'avoir justement un système d'affichage environnemental extrêmement simple. Très concrètement, à la slide suivante, vous allez voir 2 exemples concrets. Un tote bag en coton bio avec son bilan carbone, sa recyclabilité, un score à 38 sur 100, et son alternative éco-conçue en matériaux 100% recyclés, et en plus du coup, de fait par la filière textile recyclable, son alternative qui se retrouve donc à un score de B. Une chose à savoir sur l'échelle, c'est que l'échelle est logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque note, on améliore non pas un petit peu, mais beaucoup l'impact environnemental. Donc là, on a 2 échelles d'écart, entre 2 ordres de grandeur d'écart entre le tote bag en coton bio et le tote bag en polyester et coton recyclé. Donc ça, c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est donc l'impact environnemental des objets au cœur de notre offre. Et je voulais faire juste un petit focus rapide sur un exemple concret. Je vous disais qu'il y avait pas mal de greenwashing sur le marché, et on va prendre le cas d'un carnet en bambou, qui est un produit, le bambou en tout cas, c'est un objet et un matériau qui est utilisé en masse sur notre marché et vendu comme quelque chose d'extrêmement écologique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là tout de suite, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Donc voici les caractéristiques de ce produit, 212 grammes, c'est un matériau, donc la couverture est en bambou, le papier est recyclé. Une durée d'utilisation de 6 mois. Voilà l'empreinte carbone du produit. Et ensuite, on rentre dans le calcul du BUD score, très concrètement. On va prendre en compte le bilan carbone, la durée de vie, donc c'est la slide suivante, la recyclabilité, l'origine, tous les critères dont je vous parlais, et on obtient donc les 43,8 sur le BUD score. Je vois qu'il y a un sujet d'écho. Peut-être que quelqu'un d'entre nous a un micro. Ah ouais, ah oui, ça a coupé l'écho, parfait.
Donc oui, effectivement, voilà tous les constituants du score, le résultat à 43,8. Et donc la démarche intellectuelle que nous on va faire pour nos clients, à la slide suivante, c'est une proposition éco-conçue. On va analyser différents carnets avec le prisme de ce BUD score. Et donc on obtient l'alternative éco-conçue que je vous présente juste après, qui est donc un carnet made in Italie, fabriqué en papier et carton recyclé, recyclable à 100%, contrairement à son homologue en bambou qui, lui, n'est pas recyclable à 100%. Et donc, voilà le BUD score à 92,8. Voilà donc concrètement comment nous, on peut agir au quotidien avec nos clients. Et surtout, on est là pour parler de RSE et de comment ça s'intègre dans les business models. Moi, j'y vois globalement aujourd'hui 3 bénéfices principaux. Le premier, c'est que ça nous apporte un véritable avantage concurrentiel dans la mesure où aujourd'hui, on n'est plus du tout considéré comme un fournisseur de goodies. On est tout simplement considéré comme un expert de la communication responsable qui se passe par l'objet, parce qu'on l'a intégré au cœur de notre business model. Le passage à l'entreprise à mission, en plus, matérialise cet engagement, parce que c'est vraiment au cœur de notre business model. Deuxième chose importante, c'est qu'on est dans une logique d'investissement d'avenir. Si je reprends ce qui a été dit tout à l'heure sur la définition, j'ai bien aimé donc j'ai vu la marque de l'impact et de l'éthique de l'entreprise, et voilà, la réponse de l'entreprise aux grands enjeux. Et je pense que prendre en compte aujourd'hui les enjeux environnementaux, en l'occurrence pour nous, mais en tout cas les piliers de la RSE dans son business model et au cœur business, c'est véritablement un investissement d'avenir. Et donc on revient aussi sur le chiffre que tu présentais tout à l'heure, Oscar, hein, c'est, je pense, un véhicule réel de performance à long terme, parce que intégrer aujourd'hui ces enjeux, vraiment dans le cœur business, ne fera que vous propulser en tant qu'acteur de référence dans les années suivantes. D'autre part, et pour finir, sur les avantages, c'est une véritable barrière à l'entrée parce que nous, on a mis plus de 3 ans en fait à concevoir ce BUD score avec nos partenaires Veolia et Sustainable Metrics. Donc il y a énormément d'intelligence et de cerveau qu'on réfléchit à ce score, d'acteurs qui nous ont permis de constituer cette brique qui est maintenant au cœur de notre business model, ce qui nous construit une véritable barrière à l'entrée si demain quelqu'un voulait se positionner sur, comment dirais-je, une offre similaire. Voilà pour vous expliquer quels sont les bénéfices de cette approche. Je vois qu'il y a déjà des questions. Est-ce qu'on passe tout de suite à la phase questions-réponses, Oscar, ou est-ce que tu veux faire un petit... Bah ouais, non, mais merci pour cet éclairage hyper intéressant. Donc là, on a vraiment vu effectivement comment une entreprise pouvait mettre la RSE au cœur de son modèle. J'imagine que du coup, ça vous inspire, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Wilfried du coup. Alors, je peux commencer dans l'ordre. J'ai vu qu'il y a une question de Marine. Est-ce qu'on répond à des appels d'offres pour le secteur public? Alors, c'est une question très concrète. Je vais répondre assez rapidement. On peut y répondre. Il suffit effectivement de nous solliciter. Donc, je pense que vous aurez nos coordonnées à l'issue de la présentation. Je vois une question sur les tarifs. Alors, c'est une question intéressante qui revient assez fréquemment. Comment on se positionne par rapport aux concurrents qui ne font pas cette analyse? Donc, nous, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de réflexions sur l'intégration du score dans notre business model, parce que donc c'est un travail qu'on fait en plus. C'est du temps, c'est des ressources humaines. Donc, on a des personnes en interne qui travaillent sur l'analyse environnementale. Donc, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre business model, en effet. Après, on a une approche qui est celle que, en gros, on intègre, si vous voulez, dans nos tarifs, le calcul du score. Donc, on ne vend pas le score en tant que tel, on l'intègre en pourcentage du volume global de la commande, parce qu'en fait, ce qu'il y a surtout, c'est des droits d'utilisation, finalement, derrière. Parce que quand vous faites 1000 produits, vous diffusez plus le score que quand vous en faites que 100. Donc, on a cette intégration qui, en gros, se situe aux alentours de 5% du global, sachant que, étant entreprise à mission, on a trouvé une approche assez originale, c'est que on veut que le prix ne soit pas un critère bloquant pour avancer dans une démarche d'éco-conception et de réduction d'impact environnemental sur le secteur de l'objet publicitaire et des cadeaux. Donc, on est plutôt dans cette logique de demander au client finalement quelle est sa barrière tarifaire, s'il a des propositions alternatives qui sont plus économiques et que ça bloque en comité de direction, parce que ça peut arriver, même si notre proposition est différente et qu'on a l'affichage environnemental et qu'ils veulent véritablement passer chez nous, parfois on a un petit blocage budgétaire, auquel cas on va aller négocier plutôt du côté du fournisseur, de manière à faire en sorte que entre le fournisseur et nous, on divise un petit peu, entre guillemets, on coupe la poire en deux, de manière à pouvoir proposer un tarif qui
correspondent aux enjeux budgétaires de l'entreprise. Donc voilà comment on se positionne par rapport au tarif. L'idée en fait à retenir, c'est qu'il ne faut pas que le prix soit un frein à cet affichage environnemental et à cette réduction d'impact. Parce que, petite précision d'ailleurs, le prix n'est pas corrélé, enfin le BOD score n'est pas corrélé au tarif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des notes A qui sont des tarifs plutôt bas et des notes E qui sont à des tarifs très élevés. Donc c'est pas corrélé. C'est-à-dire que vous pouvez réduire votre impact sans dépenser plus. C'est ça le message aussi que je voulais transmettre. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est le moment de passer à la suite avec une réflexion qu'on avait quand on construisait le webinar. C'est vrai que la RSE, là je vous en ai parlé sur l'impact vis-à-vis des clients, mais c'est aussi un vecteur d'attractivité vis-à-vis des collaborateurs. Parce que intégrer ça dans son business model, nous on peut en témoigner aussi, mais je pense que le meilleur témoignage sera celui d'Oscar et de GetPro. Quel est l'impact de la RSE finalement en interne? C'est une question que je peux te poser aujourd'hui pour faire la transition. Merci Wilfried, je saisis la perche au vol. Effectivement, on a vu avec Wilfried comment on pouvait faire de la RSE au quotidien en tant qu'entreprise. On n'a pas tous un modèle d'entreprise avec une offre RSE. En revanche, en interne, on peut effectivement mobiliser, engager les collaborateurs, répondre à leurs attentes par rapport aux grands enjeux qui étaient cités effectivement dans la traduction. Aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations des collaborateurs, à savoir ce matin, je me lève pourquoi et qu'est-ce que quelque part ce que je fais 80% de mon temps, à savoir travailler, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et on a cette attente aujourd'hui d'avoir un impact positif dans son travail. Et ça, comment on y répond concrètement quand on est une entreprise et qu'on cherche à se développer? Et c'est cette question-là qu'on s'est posée du coup chez GetPro. Et donc moi, juste pour vous dire 2 mots sur mon parcours, moi je suis donc recruteur aujourd'hui chez GetPro. On a un cabinet de recrutement spécialisé sur le produit digital. Donc on accompagne des clients issus du monde de start-up, scale-up et grands groupes dans leur recrutement stratégique sur des profils d'experts sur les métiers du digital, tout ce qui va toucher du coup au développement informatique, également à la commercialisation d'un produit digital. Et je suis arrivé chez GetPro il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et à l'époque, on était une dizaine de collaborateurs avec tous des attentes en fait par rapport à la transition écologique et des préoccupations. Et au moment où je suis arrivé, on n'avait pas encore commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, nous, à notre échelle, en tant que recruteurs, pour avoir un impact positif sur nos collaborateurs, sur les parties prenantes externes à GetPro, typiquement les gens qui vivaient autour de nos locaux, et comment on pouvait également minimiser notre impact environnemental. Ce qui fait qu'assez rapidement, on en a discuté avec les fondateurs, Émile et Romain, qui étaient très ouverts au sujet et qui m'ont dit on te donne carte blanche pour animer cette démarche en interne. Par contre, il y a un certain nombre de présupposés, de prérequis à cette démarche qu'on a posé ensemble avec les fondateurs et qui ont guidé notre manière de faire derrière. Donc, un premier parti pris, il y a 3 partis pris du coup sur la RSE, la politique RSE qu'on a mis en place chez GetPro. Tout d'abord, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Tout à l'heure, je parlais d'authenticité. Émile et Romain, du coup, les fondateurs, savaient ce qu'était que la RSE quand je suis venu leur en parler. Et ils m'ont dit, la RSE peut avoir mauvaise presse. Nous, on ne veut surtout pas que chez GetPro, ce soit associé à des paroles en l'air. D'où l'importance pour eux et pour moi, du coup, de vraiment être très clair sur nos ambitions et sur la démarche de progrès dans laquelle on s'inscrit à travers les actions. Et donc, ça approche. Une autre préoccupation également, c'était d'avoir une approche globale pour un impact local. C'est-à-dire que la RSE qu'on développe chez GetPro se veut, intègre les 3 piliers du coup du développement durable qu'on citait tout à l'heure. Et on s'est dit tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur chacun de ces piliers pour que les personnes chez GetPro se sentent engagées et pour qu'elles aient derrière la sensation et également des preuves que ça se passe, qu'ils ont un impact bénéfique du coup
sur les 3 piliers. Et donc, du coup, dans la pratique, comment on a mis ça en place? Parce que du coup, on avait nos partis pris, on avait ces préconçus en tête quand on s'est dit, OK, on va faire de la RSE chez GetPro. Et à partir de là, on s'est dit, bon, comment on va faire pour que cette RSE, en interne, elle nous ressemble, elle ressemble aux collaborateurs et elle donne lieu à des actions concrètes. On s'est donc réunis. C'était la première composante qui est essentielle, je pense, pour que cela fonctionne. C'est qu'on a mis le collectif au cœur de la réflexion. Donc, on a fait des ateliers collaboratifs pendant lesquels on a creusé. On a regardé ce que voulait dire la RSE pour les collaborateurs. Ils ont donné plein d'idées également. Ils ont été hyper proactifs d'ailleurs dans la démarche. L'idée n'était pas de leur proposer des choses et qu'ils disent « Ah, bah, j'achète cette idée ou j'achète pas cette idée ». Au contraire, le but, c'était que les gens proposent des actions sur lesquelles ils étaient prêts à s'engager et que du coup, la résultante soit extrêmement authentique et cohérente. On a également, du coup, on s'est attaché, une fois qu'on a eu validé les actions, à définir des objectifs et à construire un discours de preuve. Le webinaire, d'ailleurs, qu'on est en train d'animer, fait partie de ce discours de preuve, à savoir, aujourd'hui, je me mets dans l'exercice de vous raconter ce qu'on fait chez GetPro. Et enfin, une composante importante qui a permis, du coup, de faire une RSE à taille humaine chez GetPro, c'est le fait qu'au très rapidement, on s'est mis en lien avec les RH de l'entreprise. La RSE n'est pas quelque chose qui se fait en silo. Au contraire, c'est une démarche qui est transverse, qui doit toucher tous les métiers et qui doit impliquer les RH. Donc, du coup, assez rapidement, on s'est rapproché du département pour être épaulé par eux, moi, pour être épaulé par eux dans cette démarche. Voilà, donc là, j'ai posé des bases assez théoriques de qu'est-ce qui étaient les préconçus, comment on avait construit la démarche. Il est temps de passer dans le concret et regarder un petit peu ce qui est aujourd'hui en place chez GetPro. Donc, comme je vous le disais, on a pris les 3 piliers et on a regardé sur chacun ce qu'on pouvait faire vraiment très concrètement. Il y avait également un impératif également qui a été pris en compte dans le développement de cette démarche, c'est qu'on était prêt avant tout à donner du temps et pas de l'argent aux personnes ou, enfin en tout cas que cette démarche devait reposer sur le fait qu'on prenait le temps et que du coup on impliquait les gens et on leur demandait du temps au quotidien pour mettre en place cette démarche plutôt que des financements. Du coup, ça aboutit à ça aujourd'hui, 3 axes que je vais détailler assez rapidement. Mais du coup, l'axe GetPro et Society, donc ça, c'est tout ce qui touche à l'impact de GetPro sur les communautés qui nous entourent. La réflexion, c'était, on est recruteur, qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens, aux communautés qui entourent GetPro, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui nous entourent en dehors de nos clients. Et assez rapidement, il y a 2 idées qui sont apparues et on a mis en place du coup un mécénat de compétences. Donc le mécénat de compétences, c'est tout simplement le fait de donner un crédit de temps aux collaborateurs chez GetPro, en l'occurrence c'est 3 heures par mois, pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Dans cette démarche, on s'est rapproché notamment du coup de Seine-Ouest Entreprise avec Sophie et d'autres associations basées en Île-de-France qui du coup nous mettent en relation avec des personnes en recherche d'emploi et les collaborateurs GetPro bénéficient d'un crédit temps pour les accompagner dans cette recherche. On a également mis en place quelque chose qui demande moins de temps mais qui est également impactant, c'est le don de matériel aux associations. Voilà, ça c'était pour la partie sociétale. Pour la partie sociale, on s'est creusé la tête et on s'est dit comment on va favoriser le bien-être au travail chez GetPro. 4 actions ont émané de ça. La mise en place de déjeuners collaboratifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Le constat, c'était que les gens chez GetPro se sentent bien à partir du moment où il y a de l'interaction entre les personnes, à partir du moment où on se voit, on partage des moments ensemble. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait, étant donné qu'on est une entreprise où il y a la moitié des collaborateurs qui sont placés chez des clients, puisqu'ils sont en mission de recrutement chez des clients, on s'est dit comment on fait du coup pour se retrouver. Et donc, on a mis en place des déjeuners collaboratifs qui sont des moments où on se retrouve tous dans les locaux, où chacun apporte quelque chose à manger et on le partage. En général, on essaie de faire les choses chez soi. C'est encore plus sympa, c'est meilleur. Et du coup, on organise ça très régulièrement, tous les 2 mois. On a également mis en place des paniers de fruits. Donc ça peut sembler anecdotique, mais c'est aussi une manière de montrer aux collaborateurs que c'est important pour nous qu'ils aient accès à des petits bonus sympas et une alimentation de qualité quand ils sont dans les locaux.
On a également mis en place un système de congés toutes les 4 semaines. Du coup, chaque vendredi tous les premiers vendredis chaque mois sont entre guillemets chômés chez GetPro. Et ça, c'était pour suivre l'impératif de l'équilibre travail et vie privée. Le métier de recruteur est parfois fatigant et de manière à répondre aux attentes d'équilibre vie privée-travail des collaborateurs, on a mis en place ce jour. Et enfin, on a favorisé au maximum les activités extra-professionnelles dans les locaux, de manière à ce que les gens puissent venir au travail sans forcément travailler, pour partager des moments, faire du sport, regarder des documentaires intéressants, jouer aux échecs. Il y a plein d'activités comme ça qui sont mises en place dans les locaux et qui font que les gens se sentent bien aujourd'hui chez GetPro. Enfin, on a développé du coup toute la partie environnementale. Donc là, c'est ce qu'on appelle DD à GetPro, développement durable chez GetPro, et comment on minimise quelque part notre impact sur l'environnement. Il y a 4 actions derrière. La mise en place d'une démarche zéro déchet. Donc là, on a offert des kits zéro déchet à l'ensemble des collaborateurs et on leur a expliqué comment parler aux commerçants du coin et surtout, on leur a montré que c'était possible de se passer de la boîte en carton et des couverts qu'on nous donne systématiquement quand on va acheter un repas. On a mis en place le tri des déchets au bureau. On a également mis en place un fournisseur d'énergie verte et également, on a favorisé la mobilité verte en finançant les passes Vélib des collaborateurs qui venaient à vélo. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui aujourd'hui existe chez GetPro, ce qui permet de dire qu'on a une RSE concrète également. Et évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose qui est figé. Ce qui est hyper important de retenir également par rapport à la RSE en interne, c'est que c'est une démarche qui vit en permanence, qui s'auto-alimente et qui doit être, pour être une démarche volontaire, qui doit être en permanence remise en question. Ce qui fait que, du coup, là maintenant, je vais vous parler un petit peu de quels bénéfices nous on a tiré chez GetPro de la mise en place de ces actions. Et du coup, il y a trois éléments. C'est que, tout d'abord, la RSE aujourd'hui chez GetPro, ça fait partie de notre ADN. C'est quelque chose dont on est fier. C'est quelque chose qui permet également de générer un sentiment d'appartenance fort à l'entreprise. Alors, c'est pour ça que je parle de ciment GetPro. On se retrouve autour de valeurs chez GetPro, on se retrouve autour également de manières de faire. Et dans ces manières de faire, il y a de la RSE. Également, c'est une démarche qui permet derrière d'avoir un support de discussion avec des personnes qui veulent nous rejoindre. C'est pour ça que c'est devenu un atout dans nos recrutements. Aujourd'hui, quand on nous pose la question qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes une entreprise engagée quelque part, puisque en fait, c'est une question qui revient, on l'a mesuré dans quasiment un entretien sur 2. On a cette question qui arrive sur la table. Et donc aujourd'hui, on a un support concret. On est capable de parler d'actions qu'on met en place et on n'a pas seulement une brochure avec des projets hypothétiques. On a vraiment en fait des KPIs, des objectifs, des ambitions très claires par rapport à la RSE et une démarche qui est en permanence communiquée en interne pendant les points d'équipe. Voilà. On a également 3 défis qui nous attendent aujourd'hui, puisque, comme je le disais, c'est une démarche qui vit, qui évolue dans le temps. Du coup, l'amélioration continue. Effectivement, comment on met en place justement cette dynamique continue sur la RSE. On a également un sujet qui est, aujourd'hui, chez GetPro, on grandit très vite. On est passé de 10 à 50, un peu plus de 50 collaborateurs en moins de 2 ans. Et du coup, on a l'impératif que cette RSE, elle suive également la structure et qu'elle se décentralise. Donc, on est en train de travailler sur la mise en place de référents RSE dans l'entreprise, de manière à ce que tout le monde puisse avoir connaissance des actions et être impliqué dans la démarche. Et enfin, on a un gros sujet d'outillage, on va dire, sur la RSE. On s'est rendu compte que la RSE demandait un certain support, c'est-à-dire des outils, des méthodos, de la formation. Et c'est également des choses qu'on est en train de mettre en place pour qu'elles continuent de rayonner. Voilà. Donc, j'imagine que ça suscite peut-être des questions. Je n'ai pas encore regardé le chat du coup, mais je vous propose qu'on les regarde ensemble. Hop. Alors, je vois les questions. Comment on calcule les résultats des actions RSE menées? Ouais, c'est effectivement une question hyper intéressante. Alors, en fait, ce qui se passe quand on met en place une action, c'est que dès la mise en place de l'action, typiquement
pour l'économie, pour les économies d'énergie. On a identifié dès le début des KPIs qu'on allait suivre. Donc typiquement, on calcule les résultats grâce à des données qu'on va avoir identifiées comme importantes dès le départ. Et également, on va mesurer le résultat des actions en regardant très concrètement en termes d'impact ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, on est capable de dire que chez GetPro, on a accompagné 50 personnes dans leur recherche d'emploi. On est capable également de dire qu'on a réduit de 25% la quantité de produits, de déchets non recyclables qu'on produisait grâce à la mise en place du recyclable. Il y a également de plus en plus de moyens de mesurer ces actions grâce à des partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Donc aujourd'hui, la next step pour le recyclage, ça va être d'avoir un partenaire qui pèse vraiment semaine après semaine nos déchets et qui est capable du coup de nous donner des chiffres là-dessus. Alors, je vois une autre question qui est est-ce qu'il y a des actions autour de la gestion du stress auprès des collaborateurs pour améliorer l'équilibre vie pro-perso? Alors, effectivement, merci Sylvie pour cette question. Il y a la question du coaching et de la formation. Et effectivement, là-dessus, on fait en sorte très régulièrement de faire venir des intervenants externes chez GetPro pour qu'ils nous donnent des clés pour être moins stressé dans son quotidien. On a également mis en place du coup ce système de vendredi chômé une semaine sur 4 qui permet aux gens de relâcher la pression, de faire des choses, de prendre du temps pour eux. Alors, la question de Emma, justement, je profite, je saisis la perche pour répondre à la question de Emma qui disait est-ce que ça impacte le nombre de congés payés dans l'année, comment c'est vécu? Alors, en fait, effectivement, c'est des congés c'est des congés qui sont des RTT, mais des RTT imposés quelque part. Et donc, c'est plutôt très bien vécu, puisqu'en fait, la plupart des collaborateurs en fait, ont besoin de ce moment de pause tous les mois, lié au fait que le métier de recruteur est très intense. Alors, il y a une autre question qui est est-ce qu'on communique au-delà de l'interne sur cette politique et comment c'est apprécié par nos clients et partenaires? Alors, merci de poser la question, Emma, parce qu'effectivement, c'est un peu la next steps, les next steps pour la RSE chez GetPro. On commence à communiquer à l'externe, du coup, notamment à l'occasion de ce webinaire. On commence à publier des articles également où on essaie d'expliquer et partager nos bonnes pratiques et comment c'est apprécié par nos clients et partenaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de le mesurer. Ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de clients, en général des grands comptes, qui, dans un appel d'offres, mentionnent des critères RSE et nous demandent de donner un petit peu de la visibilité sur ce qu'on fait. Et ça va faire partie des critères de choix derrière, des critères de choix des clients. Et donc voilà, sur ce plan-là, du coup, on essaye de donner le plus d'informations possible à nos clients. Bientôt, cette information sera open source, puisqu'on a pour projet également de développer un onglet RSE sur le site internet pour que les gens puissent vraiment, du coup, avoir les informations à la source. Et alors, est-ce qu'il y a une personne dédiée au sujet RSE chez GetPro? Alors oui, c'est moi. Mais on a également, du coup, moi je suis en lead sur les sujets, et donc on a dès le début dit qu'il y avait je me suis présenté comme volontaire. C'est un travail que je mène sur mes heures de travail, du coup, et j'associe à la démarche autant de personnes que possible, parce qu'effectivement, à assumer seul, c'est un petit peu compliqué. Et les fondateurs sont OK pour qu'on ait ce temps-là. Je vois que je suis en train de peut-être dépasser un peu le timing, donc je vais clore les questions. Merci beaucoup. On essaiera d'y revenir du coup à la fin s'il nous reste un petit peu de temps. Et donc, pour aller plus loin, du coup, sur ce que c'est que la RSE en interne et surtout comment elle peut vivre à travers des partenariats, je laisse la parole à Sophie, du coup, qui va nous montrer dans quelle mesure ces actions autour du social peuvent s'organiser. Merci Oscar. Donc, je suis Sophie Perret, je suis conseillère et coach dans l'association Seine-Ouest Entreprises et Emploi. On est une association qui est dédiée notamment à l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, aussi sur la construction du projet professionnel, etc. Je vais vous exposer en fait 2 actions concrètes dont ces personnes ont bénéficié grâce à des démarches RSE qui ont été menées par des entreprises partenaires. Alors, pour commencer, quelques mots rapides sur la structure. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Oscar, si tu peux juste mettre la bonne slide.
S'il te plaît, merci. Donc, on est un guichet unique pour le public en recherche d'emploi, les salariés, dirigeants d'entreprise, et on œuvre exclusivement sur le sud du 92, donc 8 villes du 92 qui correspondent à la communauté d'agglomération de Grand Paris Seine-Ouest, donc à Boulogne, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves, Sèvres, Chaville, Ville-d'Avray, Marne-la-Coquette. Et on a un statut associatif. Après, en termes d'accompagnement, on accompagne plusieurs publics différents. Donc, on a notamment, alors, Oscar, si tu peux juste mettre celle d'après, merci. La mission locale, donc ça, c'est quand on accompagne les personnes de 16 à 25 ans avec un dispositif spécifique, notamment qui est la garantie jeune, c'est un dispositif national qui est intégré dans cette mission locale. On a l'espace insertion et qui est plutôt pour les personnes bénéficiaires du RSA et le service emploi dont je fais partie, accompagnement des personnes de plus de 25 ans. Et on intègre dans ce dispositif aussi le Challenge 50+, qui est dédié, lui, à l'accompagnement des 50 ans et plus. Voilà. Après, ce qui est concernant les exemples concrets, on a par exemple, donc pour les jeunes, dans le dispositif Garantie Jeunes, on a fait un appel aux dons auprès des entreprises du territoire sur lequel on est pour œuvrer contre la précarité numérique qui touche certains jeunes qui sont en situation de grande précarité. Et on a eu plusieurs entreprises qui ont répondu à l'appel, donc des TPE, des PME, des entreprises de taille intermédiaire du territoire, donc comme Alten, Talentsoft, Précifar, des fondations aussi comme Robin Dubien, la région Île-de-France, une entreprise de médias, Madvertise, etc. On a eu au niveau factuel, 32 jeunes qui ont été équipés. Il y a encore, c'est quelque chose qui tourne encore, donc on attend encore du nouveau matériel. Et au-delà des chiffres, j'ai envie de dire que l'impact pour les jeunes, c'est une reconnaissance sociale. Donc déjà, une reconnaissance par l'intérêt qui est porté à leur situation par des personnes qui ne les connaissent absolument pas et qui ont fait des démarches pour leur permettre l'accès à l'informatique et au numérique. Donc ça, c'est l'aspect plus reconnaissance. Et un autre aspect beaucoup plus concret, c'est enfin accéder à une formation ou pouvoir postuler par soi-même et de façon autonome à des offres d'emploi, parce que d'un téléphone, c'est quand même pas évident de mettre à jour son CV, de postuler aux offres, de faire des lettres de motivation, etc. Voilà. Et on a par exemple une femme qui devait entamer une formation de technicien système et réseau, et là, on comprend bien que sans ordinateur, c'est compliqué. Voilà. Et après, sur les salariés et entreprises, l'impact, c'est pour eux généralement une connexion à leurs valeurs, une contribution à l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes en situation de précarité du numérique. Et finalement, c'est vraiment se dire, voilà, là, j'ai mon rôle de colibri, je fais ma part pour favoriser cette inclusion de ces jeunes. Voilà. Sur la partie plutôt Challenge 50, donc la partie accompagnement des 50 ans et plus, là, on a un autre exemple de démarche RSE qui est par le biais d'une rencontre RH qu'on organise à chaque promotion du dispositif Challenge 50. Une rencontre RH, donc entre un recruteur ou une recruteuse, DRH ou cabinet de recrutement, notamment GetPro, qui sont intervenus 2 fois, et des personnes, un groupe de chercheurs d'emploi de 50 ans et plus. L'objectif de cette réunion, c'est un échange sans enjeu de recrutement sur les coulisses du recrutement, comment je fais moi en tant que recruteur pour recruter, quels sont mes canaux privilégiés, qu'est-ce qui m'intéresse dans une candidature, qu'est-ce qui fera la différence, quels sont mes enjeux à moi dans mon métier. Et c'est vraiment pour faire dialoguer ces deux parties qui parfois ne se connaissent pas toujours bien, et aussi travailler finalement sur les croyances et parfois certaines convictions qu'un chercheur d'emploi peut avoir sur un recruteur ou qu'un recruteur peut avoir sur un chercheur d'emploi de manière générale. Et c'est ramollir un petit peu toutes ces convictions et faciliter un dialogue authentique, sincère et avec beaucoup de générosité et d'interactivité.
Et les bénéfices, impacts pour les chercheurs d'emploi, concrètement, c'est pas mal de conseils sur la recherche d'emploi. C'est aussi la reconnaissance par le miroir positif qui est renvoyé par l'interlocuteur. Un miroir positif, une confiance qu'il aurait vraiment apporté et puis démystifier ce rôle du recruteur, avoir finalement en face de soi un humain et réussir à peut-être le mettre un petit peu moins sur un piédestal et agir plutôt d'égal à égal, de professionnel à professionnel et du coup et diminuer le stress qui est engendré par les entretiens. Et au niveau du salarié RH, son impact, c'est encore une fois contact direct avec les valeurs qui sont importantes pour lui et la contribution à l'inclusion de chacun dans la société. Moi, ce que j'ai vu aussi et ce que j'ai entendu après avoir discuté avec eux, c'était du sens qu'ils trouvent aussi dans cette action et la joie que ça leur procure par le partage, par l'expérience, par l'authenticité qui se dégage de ces moments-là. Voilà quelques verbatim des participants aux rencontres RH. Donc, ce qui leur a plu, donc aux chercheurs d'emploi, ça démystifie le rôle du recruteur, la franchise, la connaissance des coulisses, les conseils pratiques, les arguments, la méthode. Donc ça, c'est quand même plus à droite, on a plus les choses assez factuelles. Et finalement, on voit aussi qu'il y a la générosité, la simplicité de l'interlocuteur, du RH, la confiance qu'il leur a apporté, le fait d'humaniser cette relation qui est parfois assez distante entre un chercheur d'emploi et un recruteur. Avoir un échange sans langue de bois, et Oscar en parlait tout à l'heure, l'intérêt de l'authenticité et puis sans préjugés, donc ne pas se sentir jugé, parce que c'est vrai que cette position de recherche d'emploi est pas toujours évidente. Voilà. Et après, au niveau des intervenants, les verbatims que j'ai eus en discutant avec eux, c'était vraiment lié à la joie d'avoir eu un échange authentique, qui a eu beaucoup d'humanité. Le partage leur a beaucoup plu, que c'était une super expérience, le sentiment d'avoir été utile au bon endroit, apprendre aussi en échangeant avec ces personnes qui ne sont pas forcément leur interlocuteur quotidien. L'implication, donc beaucoup d'intérêt sur l'implication qui a été apportée par toutes ces personnes pendant les réunions, le côté sortir du quotidien et voilà, tout ça un vrai bonheur et qui apporte encore plus de sens au travail. Et ça, c'est par le biais des rencontres qui durent normalement de 1h30 à 2h30. Donc, moi, je propose 1h30 et à chaque fois, finalement, la personne qui intervient, le RH, continue parce qu'il est sur la lancée, parce qu'il est aussi dans le plaisir du partage et on finit souvent à 2h30 d'échange en visio avec des questions-réponses et beaucoup de générosité et d'authenticité des deux côtés. Là, sur ce côté-là, il y a vraiment la notion, à mon avis, de colibri. Donc, qu'est-ce que moi, je vais apporter à la société? Donc, on est plus sur la dimension sociétale. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, quelles valeurs essentielles vous voulez retrouver dans votre travail au quotidien? Donc, si vous avez une valeur à donner qui soit pour vous incontournable dans votre environnement professionnel, ce serait laquelle? Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper, des personnes en train de taper. Le respect, ok. Partage, transmission, oui, là on est complètement dedans. L'intégrité, d'accord, l'éthique, l'humilité. La bienveillance, ouais.
Là, j'ai mon côté coach qui brûle d'envie de vous poser des questions. Donc, qu'est-ce que c'est la bienveillance pour vous? Qu'est-ce que c'est le respect? Parce que tout ça, c'est très large, mais j'ai pas le temps. Mais ça me démange. Ouais, le partage, ça revient beaucoup. Et en fait, dans mon vécu de ces rencontres RH, vraiment le partage, c'est ce qui a dominé et ce qui était important pour tous les interlocuteurs. L'humilité, parce que évidemment, un chercheur d'emploi, enfin évidemment, pas forcément, mais souvent, un chercheur d'emploi a tendance à mettre le recruteur vraiment sur un piédestal et d'avoir l'humilité juste d'un humain en face de lui, ça change tout pour lui. Et la bienveillance, c'est-à-dire souvent le non-jugement, l'ouverture et voilà, l'ouverture à l'autre tel qu'il est aujourd'hui avec ses difficultés. Ouais, merci beaucoup. Et le respect de l'autre, effectivement, notamment. Ok, super. Merci pour vos réponses. Alors, Oscar, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Ah, super, merci. Pour finir, je voulais vous parler de la pyramide des niveaux logiques de Robert Dilts. J'espère que la connexion convient, parce que ça a l'air de sauter un peu chez moi. C'est un outil de coaching assez puissant. Là, je vais en parler en pas très longtemps, donc ça va être très simplifié. Juste, je l'utilise moi pour les personnes qui sont en construction de projets professionnels. Je commence par l'environnement, par exemple, dans quel environnement j'ai envie de travailler, secteur géographique, je sais pas, open space, bureau individuel, combien de collègues, travail d'équipe ou pas, etc. Comportement, qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, capacité, quelle capacité j'ai envie de mettre en œuvre et de compétences j'ai envie de mettre en œuvre, les croyances et valeurs, c'est en quoi je crois dans cet environnement professionnel, avec ce comportement, ces capacités. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui me stimule ou au contraire, qu'est-ce que je veux absolument pas retrouver. L'identité, ça sera qui je suis dans ce rôle-là. Et le sens, là, c'est quelque chose de plus vaste. Et à quoi j'ai envie de contribuer, moi, qui soit plus grand que moi. Et ce que je pense, moi, c'est que finalement, quand on est autour de croyances, identité, valeurs, c'est ça qui va être ce sont ces trois dimensions qui vont être nos moteurs dans nos comportements. Et si mes valeurs sont satisfaites, oui, je vais avoir envie d'avoir les comportements adéquats aussi et de suivre les indications de l'entreprise. Si mes valeurs ne sont pas satisfaites dans l'entreprise, ça va devenir compliqué pour moi. Et la démarche RSE, là où elle est importante, c'est que finalement, elle va me connecter à mes valeurs parce que je vais avoir le comportement adéquat et je vais avoir une sorte d'alignement en fait sur toute cette pyramide. Donc nos valeurs, finalement, ce sont les moteurs de nos actions et de nos comportements. Voilà. Et je suis à votre disposition pour des questions. Je vois qu'il y a une personne en train de taper. D'accord, pas de questions, mais très intéressante. Alors, pour l'insertion, est-ce que c'est possible de détailler PSH, s'il vous plaît? D'accord. Alors, on n'est pas spécialisé sur les personnes en situation de handicap. En revanche, moi, je reçois des personnes en situation de handicap et je peux parfois les orienter vers d'autres structures qui, elles, auront plus d'outils et de dispositifs qui leur conviennent. Voilà. Donc, j'interviens, mais à titre de complément. Et je laisse aussi faire les personnes qui sont vraiment spécialisées, qui ont tout ce qu'il faut pour bien accompagner. Après, sur le principe, on accompagne toutes les personnes. Moi, dans mon service, c'est toutes les personnes de plus de 26 ans jusqu'à 65 ans. Et
Après, ce que je peux vous donner comme info, c'est peut-être d'autres exemples de démarches RSE dont on a bénéficié. On a eu, par exemple, un mécénat de compétences avec Alten, qui a développé un nouveau logiciel pour nos suivis de rendez-vous en tant que conseiller. On a aussi la Fondation Orange qui est intervenue pour il y a 2 salariés qui viennent intervenir dans nos locaux pour des cours informatiques pour les jeunes qui ne sont pas encore très à l'aise. Il y a des parrainages individuels aussi, une fois tous les 15 jours pour les jeunes. Voilà, il y a ce type de choses. Ouais, je crois que j'ai dépassé le temps, Oscar, non? Oui, ouais, bon, on a commencé un tout petit peu plus tard, donc pas de souci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Sophie. En tout cas, vous avez, enfin, on peut les traiter dans le temps qui nous reste, mais j'en vois pas qui apparaissent, donc on va conclure. Peut-être une dernière petite question. Ok, bon, bah non, du coup, vous nous dites que tout va bien, donc pour nous aussi. Et donc, en conclusion, déjà, un grand merci, Sophie et Wilfried, pour vos éclairages, pour vos témoignages. Ce qu'on a vu, c'est que quelque part, il n'y a pas une façon de faire de la RSE. Il en existe autant qu'existe d'organisations, justement. On a également vu que les prérequis d'une RSE qui va être impactante, c'est d'avoir quelque chose d'authentique, quelque chose qui nous ressemble. Wilfried nous l'a très bien montré à travers son modèle d'entreprise. Sophie nous a montré également que c'était l'authenticité de ces échanges entre personnes ayant besoin d'aide et personnes aidantes qui va faire que les gens vont se sentir réellement accompagnés. Et du coup, moi, ce qui m'évoque tout ça, c'est déjà, j'espère que ces retours d'expérience, ça vous inspire. La volonté n'est pas de présenter quelque chose de parfait, mais plutôt de présenter quelque chose de perfectible. Et du coup, on espère que d'une part, ça vous donne envie, vous, de poursuivre ce que vous faites probablement aujourd'hui en matière de RSE dans vos entreprises, ou si ce n'est pas le cas, que ça vous donne envie de lancer la démarche. Vous voyez que du coup, à travers également Sophie et Wilfried, qu'il y a plein d'acteurs qui sont mobilisés sur ces thèmes-là et que voilà, si vous avez besoin de goodies éco-responsables, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Si vous avez des collaborateurs qui sont hyper intéressés par du coaching et le fait d'aider des personnes qui ont réellement besoin d'être coachées, Sophie également est là pour nous montrer que ça existe. Et du coup, je voulais clore sur une question. Vous, si vous avez envie de partager quelque chose, qu'est-ce que vous faites en termes de RSE? Est-ce qu'il y a des actions géniales que vous aimeriez partager avec les autres dans le chat? Voilà, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, et qu'est-ce que c'est la RSE pour vous? Je lance les éléments, on lira rapidement le chat, et après, on pourra aller tous aller manger, puisqu'il commence à être l'heure d'aller manger. Alors, merci Yannick également. Est-ce qu'impact, c'est le nouveau terme pour parler de RSE selon vous? Je ne sais pas si vous voulez répondre à la question, Sophie Wilfried. J'étais en train de taper un truc justement. Ouais, on peut. Peut-être que Sophie, tu as un point à ajouter sur la réponse. Je te donne. Mais sinon, je peux faire quelque chose. Alors, moi, je vais le faire, mais je ne suis pas une experte RSE. Pour moi, c'est surtout. Ah, mince. Oups. Ouais. Je vais reprendre la main du coup pour meubler le temps que Sophie revienne. Moi, pour aller très vite, impact, je trouve qu'effectivement c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour parler des objets. D'ailleurs, sur l'aspect purement environnemental, on parle d'impact. Le bilan carbone n'est qu'un outil de mesure d'impact sur un impact en particulier qui est le changement climatique. Et c'est vrai que parler des impacts, c'est à mon sens beaucoup plus concret parce que on sait vraiment les choses, ce qu'on mesure, si vous voulez. Parce que, encore une fois, si je vous reprends mes exemples de tout à l'heure, un objet, c'est des ressources, je le disais, et de l'énergie. L'énergie, son impact, c'est le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, 84% dans le monde, c'est du fossile.
Donc c'est du carbone. Donc quand je fais des transformations, l'impact principal, c'est le changement climatique. Et les ressources, l'impact principal, c'est la déplétion des ressources. Donc vous voyez, la notion d'impact dans le climat, dans l'énergie et dans l'environnement en général a beaucoup de sens pour moi. Et c'est vrai que d'un point de vue purement concret, nous, quand on fait notre rapport RSE chaque année, on a 5 piliers, et 5 piliers, on écrit impact sociétal, impact social, impact environnemental. Donc, je ne sais pas si c'est un nouveau terme pour parler de RSE, en tout cas, c'est sûr que c'est une unité de mesure, à mon sens, quelque part, qui est efficace. Voilà l'apport que je pourrais faire sur ce point. Je vois qu'on a eu pas mal de petites choses éco-tri, donc si je dis pas de bêtises, c'est de la plantation d'arbres. Les labels, ça pourrait être un sujet intéressant en effet, qu'on pourrait aborder une autre fois. Pour info, on est labellisé nous Positive Workplace. Voilà, on pourrait en reparler. Ça intègre les parties prenantes, c'est un label assez intéressant. On voit les clauses environnementales dans les achats, les joyeux recycleurs aussi qui sont effectivement connus. Lucie 26000 qui est un autre label. Great Place to Work qui est plus un label interne. Lucie étant plus un label basé sur l'ISO 26000 du coup, plus généraliste. Ouais. Et pour rebondir sur la question des labels, moi je trouve que c'est effectivement, pour moi c'est des référentiels. Il faut voir les labels comme des référentiels et des sources d'inspiration. Et donc effectivement, c'est d'excellents outils quand on ne sait pas par où commencer ou quand on a envie de se remettre en cause sur sa démarche. C'est effectivement très intéressant, je pense. Tout à fait, c'est un outil de communication externe aussi. Alors d'autant plus, c'est vrai que ça permet de simplifier la communication auprès des parties prenantes sur les engagements qu'on a, parce que c'est bête, mais encore une fois, je peux vous le dire, hein, quand on est passé au système d'ABCDE avec la note, c'était tellement plus concret. 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, c'est pareil, ça se comprend. On a le label, on a le tampon, on sait où on se positionne sur l'échelle de la RSE. Et c'est vrai que pour aller même encore plus loin dans la démarche, l'utilisation d'un référentiel externe permet de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues, qui n'était pas une priorité à l'instant où on avait initié la démarche, mais qui aujourd'hui est la next step en fait. Donc c'est bien de le faire tous les ans. Nous on refait notre audit par exemple en ce moment même pour Positive Workplace après l'audit de l'année dernière. Et c'est très utile. C'est ça. Je crois que la seule limite que je vois à la labellisation, c'est la limite, c'est pas une limite, mais il faut en avoir conscience quand on entre dans la démarche, c'est que les actions RSE fonctionnent dans la mesure où elles sont authentiques. Et donc, les labels peuvent faire penser qu'il y a des recettes toutes faites qui fonctionnent. Il faut bien prendre ce recul-là avant de se lancer dans la labellisation pour savoir où est-ce qu'on va dans la labellisation. Tout à fait, ouais. Sachant que si on revient sur le terme des impacts, chaque entreprise a des impacts différents. Nous, aujourd'hui, on travaille pas mal avec le secteur du logiciel et du service. Et ces gens-là, globalement, les impacts environnementaux qu'ils ont se situent en majorité sur le numérique responsable, en fait. Comment utiliser la bande passante d'une bonne façon, les appareils électroniques, etc. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi... il y a un peu une RSE... par rapport aux entreprises, il pourrait y avoir autant de labels qu'il existe de typologies d'entreprises finalement, pour être plus précis, mais disons que les référentiels sont un bon outil, je pense que pour moi c'est le bon terme que tu as choisi, ce sont des bons outils pour prolonger les démarches et aller plus loin. Et je vois qu'on ne va pas récupérer Sophie malheureusement, qui a visiblement un problème de connexion, donc qui ne va pas pouvoir nous faire un retour sur les impacts, malheureusement. Ouais. Bon, je vois que le chat se calme un petit peu. Merci à tous encore d'avoir été présents, d'avoir participé. Le replay sera disponible également, donc si vous souhaitez le partager, vous pourrez le faire. Vous recevrez un mail du coup à ce sujet de la part de Livestorm. Voilà, un grand merci à tous. Merci Wilfried, merci Sophie qui nous entend peut-être. Nous on ne t'entend pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et sûrement à bientôt pour un prochain rendez-vous RSE. Yes, merci Oscar, merci Thomas pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci à tous.